Alors, demain, moi, je vois normalement Maître William Bourdon qui s'occupe effectivement des bâtiments de Ben Ali en France, des avoirs de Ben Ali et des proches, à savoir des bâtiments qui seraient pourquoi pas à réquisitionner et surtout à rendre au peuple tunisien. Quelle serait la différence avec le bâtiment de la Marquise? Le bâtiment de la Marquise, déjà, il était propriété d'une personne physique, d'un particulier directement, alors que les bâtiments de Ben Ali, a priori, seront plutôt par des sociétés, écrans ou autres. La différence principale, c'est que je pense que les bâtiments de Ben Ali, ils ont été utilisés et sont utilisés comme résidence secondaire avec du mobilier ou autre. Donc s'ils sont utilisés comme résidence secondaire, ça veut dire qu'il y a une taxe d'habitation qui est payée et qu'il y a le mobilier qui va avec. À la Marquise, le bâtiment était totalement vide. Il n'y avait pas de mobilier, c'était reconnu par la police qui a visité le bâtiment. Il n'y avait pas de taxe d'habitation payée, ni en résidence principale, ni en résidence secondaire. Le bâtiment était même soumis à la taxe sur les logements vacants. Et la propriétaire avait obtenu de ne pas payer cette taxe sur les logements vacants au motif que l'immeuble était encore en travaux. Ce qui est de plus était faux puisque les travaux étaient arrêtés depuis plus de 15 ans. Donc à la limite, quelqu'un qui a des biens en France, qui n'a pas envie d'être réquisitionné, il a juste à laisser des meubles chez lui et puis il est tranquille. Dans la situation actuelle, de toute façon, il est tranquille parce que l'État refuse de réquisitionner. Ensuite, ça peut être un peu différent pour les dictateurs, mais... Pinte n'avait pas appelé le député MP justement en décembre à la réquisition. Mais à Paris, il fait quoi là en ce moment? Je sais pas, à Paris, il doit visiter une boulangerie du côté de Châlons, dont il est conseiller municipal. Donc ça avance pas trop en fait. La réquisition, de toute façon, Apparu a clairement dit qu'il était contre la réquisition, avec des arguments un peu idiots. Enfin, effectivement, Pinte explique que la menace de la réquisition, elle est effective si parfois on réquisitionne, parce que si on dit non, on ne réquisitionnera pas, la menace ne sert pas. Et la menace de la réquisition suffit à ce que les propriétaires, dans la plupart des cas, la menace de la réquisition suffit à ce que les propriétaires remettent le bien sur le marché, soit en le vendant, soit en le louant eux-mêmes. Puisqu'il y a des étapes, la réquisition par l'État c'est très réglementé, il y a différentes étapes, des mises en demeure du propriétaire, ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça, et le propriétaire a tout à fait la possibilité de remettre son bien de lui-même sur le marché. Donc c'est pour ça qu'ils utilisent, Apparu utilise le chiffre de 500 logements réquisitionnés en 95, 96 et en 2001. C'est les 3 années où on a fait de la réquisition récemment. Effectivement, 500 logements en France, c'est très peu. Mais parce que ce sont 500 logements seulement qui ont été effectivement réquisitionnés. Il y en a beaucoup plus qui ont été remis sur le marché. Et Benoît Apparu, lui, il dit mais non, si on réquisitionne, si on applique la loi sur la réquisition, ça va faire peur aux propriétaires et ils vont retirer leurs biens du marché. Sauf que c'est des biens qui sont déjà vacants depuis plusieurs années, qui de fait ne sont pas dans le marché. Sinon, on n'aurait pas besoin de les réquisitionner. On ne va pas réquisitionner un immeuble qui est loué. Ça n'aurait aucun sens, et puis ce ne serait même pas possible. Ça n'a pas de sens du tout. Et il explique que le propriétaire va retirer son bien du marché en le vendant, par exemple. Et ce qui est là aussi complètement aberrant. Non, s'il vend le bien, l'acquéreur, il va le mettre sur le marché, il va soit l'occuper pour lui-même, soit le louer en tant qu'investisseur, le louer à d'autres. C'est rare quand même. Déjà, les propriétaires qui laissent leurs biens vacants sont généralement des gros propriétaires qui ont la possibilité de laisser leurs biens vacants, et c'est une minorité de propriétaires. Est-ce que vous seriez pour à Jeudi Noir qui est sinon un roulement sur des propriétés de personnes effectivement qui ont pu hériter mais qui ne sont pas forcément présentes ici sur Paris ou bien dans d'autres villes effectivement attractives? Il y a une problématique avec les résidences secondaires ou en particulier, là, ce qui inquiète un peu la mairie de Paris notamment, plus que les résidences secondaires elles-mêmes, qui sont très rares, assez rares à Paris finalement, sont les immeubles qui sont loués à la semaine pour les touristes. Qui échappent. Alors il y a plusieurs choses qui sont inquiétantes, mais notamment parce que comme c'est loué à la semaine par des baux, ça échappe à la réglementation sur les hôtels. Donc il y a des questions aussi au niveau de sécurité.
Et puis ça prive effectivement ces immeubles qui sont utilisés pour louer des touristes au prix fort ne sont pas utilisés de fait pour du logement pour des habitants. Donc ça pose un certain nombre de problèmes de ce point de vue-là. La question des résidences secondaires, elle peut se poser. Alors là, Jeudi Noir, on ne sera pas forcément tous d'accord sur le sujet. C'est pas l'élément principal. Il y a un certain nombre de pays, il y a beaucoup d'endroits où les résidences secondaires sont davantage taxées que les résidences principales, justement et principalement dans les zones tendues, justement pour éviter et pour privilégier le logement, le droit au logement pour ceux qui en ont besoin. Donc ça peut se faire. Maintenant, on a suffisamment à faire avec les logements vacants, réellement vacants, qui ne sont pas des résidences secondaires. On peut s'attaquer aux résidences secondaires un peu dans un deuxième temps, mais déjà il y a des choses à faire avant avec ce qui est tout simplement vide. Je te remercie pour ces précisions. Merci.